la régie. Alors, merci à tous d'être venus. On aurait aimé remplir complètement l'amphithéâtre, mais c'est déjà pas mal. Je pense que si vous êtes là, c'est que les annonces de notre ministre de la Santé ne vous ont pas échappé dans le nouveau plan pour la psychiatrie et la santé mentale, parce que comme vous le savez, on lance des travaux pour édifier un modèle national de repérage et d'intervention précoce, dans lequel ce modèle national est appelé à s'appuyer sur le réseau transition qui existe, qui est à l'initiative de Marie-Odile Krebs à Sainte-Anne et qui regroupe tous les centres en France, ou de la francophonie presque, qui se sont engagés dans une démarche de développer une réponse je dirais de prévention primaire pour la prise en charge des premiers épisodes psychopathologiques et des situations des personnes à risque de transition vers une psychopathologie de l'adulte. Donc, c'est le nom du réseau, c'est la transition vers la psychose, mais c'est aussi l'âge de la transition entre la psychiatrie de l'enfant et la psychiatrie de l'adulte, qui est malheureusement un âge de rupture. Et donc, avoir des dispositifs, comme on va le voir, qui peuvent intervenir à cet âge où la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent pourrait se désengager et la psychiatrie de l'adulte pas se sentir encore concernée, c'est important d'avoir une démarche de prévention à ce niveau-là. Également dans le plan pour la psychiatrie et la santé mentale sur lequel il a été communiqué mercredi, il est question aussi d'élaborer un guide de repérage et d'intervention précoce pour toute la communauté éducative. Et c'est pour ça que Aurélie Chandrin est la bonne personne aujourd'hui pour vous causer, même si la surprise du jour, c'est que vous avez cru assister à un symposium. Eh bien non, ce sera une rencontre avec l'experte. Et ce sera Aurélie, notre experte, qui d'ailleurs va prochainement publier ce guide que le ministre appelle de ses voeux, ou presque. Donc, peut-être dire que je suis ravi qu'on puisse parler d'intervention précoce dans un congrès ou dans des journées nationales où il s'agit beaucoup de rétablissement, parce que en fait, les démarches sont tout à fait consubstantielles. Les approches rétablissement sont les approches des centres ou des dispositifs d'intervention précoce, puisqu'il s'agit de se rétablir le plus rapidement possible, voire même de prévenir la situation dont on aurait eu à se rétablir. C'est dire si on est à l'avant-garde du rétablissement avec l'intervention précoce. Voilà, comme je vous le disais, en plus c'est un âge de rupture qu'on intervient, ce qui est plutôt bien. Et puis, comme il s'agit de prévention primaire, elle est transversale par nature et il faut en effet s'adresser et prendre en charge la santé et les problématiques de santé mentale des jeunes dans une acceptation assez large pour éviter l'émergence et prévenir donc la psychopathologie cardinale de l'adulte. Donc, je cède tout de suite la parole à Aurélie. Alors Aurélie, pour la présenter, elle est chef de pôle, elle travaille au CHU de Nîmes. Et Aurélie, elle a pour elle aussi, c'est qu'elle est allée voir là où ça se faisait. Donc elle est allée en Australie, là où tout le mouvement d'intervention précoce a été initié par Patrick McGorry. Elle y a été en stage pendant 1 an et elle a rapporté de là-bas, de son séjour, tout ce qu'elle a mis en place sur Nîmes. C'est donc possible. Merci beaucoup Olivier pour cette introduction et présentation. Et déjà, je commence par remercier aussi vous d'être présent et de vous intéresser à ce sujet qui nous tient à cœur. Et on a vu que ça faisait l'actualité, donc tout ce qui est détection et intervention précoce. Et puis je remercie vraiment Santé Mentale France pour ces belles journées qui nous permettent de rencontrer des professionnels d'univers différents, mais qui partagent cet intérêt pour la santé mentale. Et vraiment, c'était très agréable. C'est pas fini, mais ces journées, ces échanges et ce beau. Moi, je suis sensible à la convivialité, la belle soirée d'hier. Donc on va essayer ensemble un peu de revenir sur comment c'est arrivé l'intervention précoce, parce que c'est vrai qu'on en parle de plus en plus, mais ça a mis du temps. Et puis un peu de vous donner un peu des exemples de terrain, puis on espère avoir un moment d'échange. Donc je passe sur mes liens d'intérêt. Donc bon, c'est vrai que j'ai un côté scolaire, donc je reprends les choses dès le début, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais c'est une diapositive qui permet de rappeler qu'en fait, dans
les troubles psychiques, ça concerne évidemment toutes les populations, mais à cette période, alors que des fois on dit 15-25, puis quand on est plus large, on est sur 10-30 ans, on sait que c'est vraiment là où les troubles psychiques vont avoir le plus de poids en termes d'handicap, d'invalidité sur cette population-là. Alors qu'après, bah, c'est pas tant que c'est un peu moins présent, mais c'est surtout qu'il y a d'autres maladies qui interviennent. Et on sait aussi que les pathologies les plus sévères, enfin non, toutes les pathologies psychiatriques, sans aller mettre des degrés de sévérité, débutent pour 75% avant la fin de l'adolescence. Donc, qu'en fait, c'est comme dans toute spécialité médicale, l'idée que plus tôt on va détecter, comprendre et prendre en charge ces troubles, eh ben, on pourra peut-être éviter leur évolution, ou en tout cas qu'ils n'aient trop d'impact sur la vie des gens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup, enfin, ces dernières journées, on parle beaucoup de rétablissement. Et évidemment que c'est fondamental, mais l'idée, c'est aussi peut-être dans l'intervention précoce de dire, on aura, alors il y a toujours de la construction, mais de dire, on va peut-être éviter que les gens aient à se rétablir dans le sens, en fait, si dès le début, on leur permet de vivre avec leur maladie psychique, ils n'auront peut-être pas besoin de tout avoir à reconstruire. Voilà, plutôt comment se construire avec la maladie psychique. Donc, ces troubles psychiques qui débutent donc pour la plupart, je vous disais, donc, au moment de l'adolescence, jeune adulte, qu'on puisse les repérer tôt et les prendre en charge. Et le débat qu'il y a souvent, en tout cas chez nous en psychiatrie, c'est oui, mais nous, on va s'occuper que des troubles psychiatriques. Et on sait à la fois que quand on veut faire de la prévention, va falloir quand même aussi aller en amont avant que ce soit complètement caractérisé et s'occuper, et on va revenir un petit peu dessus, des différents facteurs de risque. Donc le staging, comme on le disait, ça vient, donc l'intervention précoce, ça vient de ce modèle de staging, du fait qu'il y ait des stades dans la maladie psychiatrique, et puis ça a surtout été décrit au début pour la schizophrénie, et voilà, avec le professeur Patrick McGorry. Donc voilà, c'est une photo que moi j'avais prise quand je l'ai rencontré en 2015 à Venise. Vous voyez, c'était il y a 10 ans, ça paraît, c'était il n'y a pas très longtemps quelque part, mais même à ce moment-là, on ne parlait vraiment pas beaucoup, en tout cas en France, d'intervention précoce. Et moi, j'ai vraiment eu le déclic dans ces différentes conférences avec le souhait, c'est là que j'ai pu lui dire, est-ce que je peux venir chez vous, voir comment ça se passe. Et ce qu'ils ont démontré avec les équipes du professeur Patrick McGorry, c'est que quand on parle de la psychose, plus particulièrement de la schizophrénie, leurs travaux, c'était de montrer que, contrairement à ce qu'on a beaucoup pensé de la schizophrénie, décrit souvent comme une maladie neurodégénérative, c'est-à-dire la personne va bien, a un cerveau qui fonctionne bien, et arrive la maladie, et là les choses se détériorent, c'était comme ça que c'était décrit. Et ils se sont rendus compte que s'ils reprenaient l'anamnèse en arrière, en rétrospective des gens, en fait ils avaient très jeunes des symptômes, plutôt des symptômes cognitifs, négatifs, et des petits symptômes psychotiques qui étaient atténués, et qu'en fait, les études ont montré que c'est quelque chose qui montait progressivement, et qu'on était non pas sur on était sur un trouble neurodéveloppemental et non pas neurodégénératif. Donc si c'est neurodéveloppemental, si ça débute petit à petit, c'est une bonne nouvelle. Enfin, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on peut aller détecter des signes très précoces, comme le cancer. Le staging, ça reprend le modèle du cancer. Et là, ça nous parle tous que, évidemment, que quand on s'occupe des maladies dans des stades 3, 4 évolués, on est sur des formes sévères, beaucoup qui résistent plus au traitement, qui sont déjà métastasées dans la vie des gens, et que du coup, on va avoir du mal à revenir en arrière, même c'est pas possible. D'où l'image très péjorative aussi de la maladie psychiatrique comme la schizophrénie, parce qu'on a cette image des formes très sévères, 3, 4. Alors qu'en fait, si on intervient en amont, dans les premiers stades, comme pour le cancer, on détecte un truc petit, on le prend en charge, et ça permet d'éviter l'évolution. Et aussi avec cette idée, on va revenir sur que même si on ne sait pas exactement, il y avait aussi des fois oui, mais je ne suis pas sûre que ça va être de la psychose, ça pourrait peut-être être un trouble de l'humeur, mais attends pas que ça grossisse et que tu saches absolument si c'est une schizophrénie ou un trouble bipolaire. Il faut intervenir. En plus, la plupart de nos interventions, elles sont tout à fait transdiagnostiques, et on évite l'évolution. Et si on peut ne jamais savoir si c'est une schizophrénie, un trouble bipolaire et qu'il n'y a rien, on sera tous contents. Voilà, donc il y a toutes ces idées-là.
et avec aussi le repérage de facteurs de risque dans ces différents stades. Il y a des facteurs de risque sur lesquels on ne peut pas vraiment intervenir, sociodémographiques, mais on sait qu'il y a beaucoup de facteurs de risque aussi sur lesquels on va pouvoir intervenir dans cette prévention, donc justement avant qu'il y ait de la maladie, notamment tout ce qui est les traumas, on sait que c'est très fréquent, et puis les consommations de toxiques, par exemple, c'est des interventions. Donc quand des fois on nous dit oui, mais vous allez dans des domaines qui ne sont pas vos domaines de psychiatrie, ben justement, on fait exprès parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir intervenir. Et voilà, et donc ces travaux sur, je vous disais, le staging, l'intervention précoce, au début c'était très diffusé sur la psychose, donc les troubles schizophréniques. Et puis ça s'est rapidement élargi, en tout cas en Australie. Quand moi je suis allée en 2019, ils avaient déjà 4 programmes sur troubles de l'humeur, troubles psychotiques débutants, premier épisode, et puis sur les troubles borderline. Donc nous on était quand même déjà en retard, on a toujours un peu 10 ans, pas toujours, mais voilà. Et du coup, quand je suis rentrée, justement, je dis mais il faut arrêter de se focaliser que sur la psychose, la schizophrénie. En fait, il faut être beaucoup plus large. Et puis, de toute manière, quand vous faites des programmes, donc au début, c'était surtout sur les premiers épisodes psychotiques, ces jeunes-là, en fait, il y en a beaucoup qui vont évoluer. On espère guérir, mais il y en a aussi beaucoup qui évoluent vers une maladie. Et beaucoup, c'est pas du tout de la schizophrénie, c'est des troubles bipolaires, des troubles borderline, d'autres tableaux cliniques. Et si vous remontez encore plus en amont avec cette idée, on va aller carrément détecter ceux qui sont à risque de transition psychotique, donc des symptômes psychotiques atténués. Pareil, vous avez une population avec des profils beaucoup plus hétérogènes. Donc il faut arrêter de penser que l'intervention précoce, c'est que pour les troubles psychotiques. C'est vraiment transdiagnostique. Et donc ça c'est des schémas qui rappellent que sur les patients à haut risque de transition psychotique, donc qui ont des symptômes psychotiques atténués, avec une altération du fonctionnement, on sait que 30% va faire une transition vers la psychose, mais en fait, et les autres 30%, en fait, ils vont quand même évoluer vers d'autres pathologies. Donc, c'est important de pouvoir les détecter, de les prendre en charge, parce qu'il n'y a pas, je me répète, mais comme ça, le message, il y est, ça va pas aider que de toute manière pour la transition psychotique, ça va aider de toute manière ces jeunes-là, parce qu'il y a un débat sur le fait qu'on psychiatrise des jeunes pas encore tout à fait malades, mais en fait, ils ont quand même une symptomatologie qui fait que si on les laisse, ils vont évoluer, pas forcément vers la psychose, mais vers quelque chose. Donc, ça vaut le coup d'intervenir à ces stades très précoces. Et pareil, moi, quand j'ai commencé à travailler dans l'intervention précoce sur les premiers épisodes psychotiques, j'arrivais dans les unités, on me disait non. Alors déjà, lui, il n'est pas schizo, donc je déteste ce terme, voilà. Et je disais non, mais on vient voir si une personne présente des symptômes psychotiques sans forcément s'attacher à savoir quel est déjà le diagnostic, parce que, comme je vous l'ai dit, dans les premiers épisodes, il y a aussi d'autres types d'évolutions. Et d'ailleurs, c'est ce sur quoi j'ai travaillé quand j'étais en Australie. Donc, j'ai travaillé sur la cohorte qu'ils avaient depuis des années donc à EPIC, le centre d'intervention précoce qu'a monté le professeur McGorry dans les années 90. Et donc, alors qu'il y a des programmes spécifiques faits pour les troubles borderline, là, on était centré que sur les jeunes qui avaient un premier épisode psychotique, donc prédominant. Et en fait, il y en avait quand même 18% qui avaient une comorbidité borderline. Donc c'est ça aussi, c'est très important de se dire, de toute manière, il y a beaucoup de comorbidités à prendre en charge. Voilà, et là c'est c'est le schéma du staging actuel, justement, qui reprend ces différentes évolutions. Voilà, donc ces modèles d'intervention précoce, après tu me corriges Olivier si je dis des bêtises, mais ça s'est beaucoup développé à l'international dans les années 90, et en France c'est arrivé... alors on pourrait dire assez tôt, mais en fait c'est les premiers, je crois que le CEJAD, donc qui est le centre d'intervention précoce du professeur Krebs, ça s'est ouvert en 2003, le réseau Transition en 2006, mais je me rappelle d'une étude faite juste avant que je parte en Australie où il y avait une vingtaine de centres, et aujourd'hui on en est à plus de 70. Donc ça a pris du temps
à ce que ça démarre. Et là où je vous disais que je regrette un petit peu, c'est que même dans le démarrage des équipes, de ce que j'ai compris au niveau de l'intervention précoce du réseau de transition, on est encore très centré sur les troubles psychotiques. Alors que quand moi j'étais en Australie, ils étaient déjà en train de dire il faut abandonner ça, ça sert à rien de... Enfin, c'est pas ça sert à rien, c'est déjà très bien. Il fallait qu'on commence par un trouble pour prouver, démontrer un peu notre modèle, mais maintenant il faut ouvrir les vannes et être beaucoup plus, avec une approche beaucoup plus transdiagnostique, et évidemment aller traiter des dimensions cliniques, que ce soit sur le plan pharmaco ou s'il y a un trouble borderline, évidemment qu'il faudra une psychothérapie adaptée. Voilà, mais il ne faut pas forcément créer des centres avec des critères d'inclusion trop rigides. Voilà. Je passe, pardon, hein, je me permets, en fonction du temps, pour qu'on ait le temps d'échanger. Donc, ces programmes d'intervention précoce qui étaient encore une fois plutôt démontrés sur la psychose, et donc avec ces modèles, quand je vais vous présenter un peu ce qu'on fait à Nîmes et qui sont à peu près ce qui se fait dans tous les centres, ça n'a pas montré une efficacité. C'est très dur de montrer l'efficacité de ces programmes. Voilà, mais il y a quand même une efficacité montée qui n'est pas avec des tailles d'effets extraordinaires, mais quand même sur la rechute, sur le moins de perdu de vue, sur une meilleure rémission. Mais je crois que ce qu'on a du mal à chiffrer, quoi que s'il y a la qualité de vie, mais c'est vraiment le côté satisfaction des usagers. Ça, c'est vrai que je pense quand on travaille dans un centre d'intervention précoce comme en réhab, on a ce retour, ce feedback qui montre qu'il y a vraiment un soutien pour les jeunes et les familles assez intensif, très personnalisé, qui ressort. Et il y a quand même quelques études qui ont vraiment mis en avant le côté satisfaction des usagers. Et que ça fonctionne vraiment. Donc pour les premiers épisodes, pour diminuer les rechutes, et pour donc les jeunes au risque de transition, pour limiter ou retarder la transition psychotique. Voilà, donc là on va essayer de rentrer un peu plus dans le concret. Donc j'ai pris un cas clinique, en effet, d'un ouvrage que je viens de finaliser et qui est bien dans l'air du temps. Et donc on part d'un cas clinique un peu pour illustrer le parcours. Alors là c'est un peu typique et idéal hein, de Paul, voilà, qui est un idéal. Alors au début non, hein, mais qui commence, on va pouvoir l'amener vers les soins adaptés. Donc Paul qui est étudiant, qui vit pour la première fois loin de sa famille et qui là depuis quelques semaines s'isole beaucoup. Ne va plus en cours, évite ses voisins, puis fume de plus en plus de cannabis et peut faire le retour que, à la fois, enfin voilà, il en fume pour se calmer, mais qu'en fait il commence à avoir des sensations bizarres, l'impression qu'il peut voir des esprits, il sort plus dans la rue parce qu'il a l'impression qu'on le dévisage, qu'on se moque de lui. Et il y a vraiment, je pense, et ça on le voit aussi dans les jeunes qu'on accompagne quand même, à un moment où ils ont beaucoup de mal à passer le cap d'aller vers le soin, parce qu'il y a encore une stigmatisation énorme de « j'ose pas en parler, j'ai honte d'en parler à sa famille », ils vont être déçus parce qu'il est déscolarisé, et puis avec beaucoup ce côté je veux pas qu'on prenne pour un fou et qu'on m'enferme. On a encore beaucoup le terme internement qui reste avec des idées reçues sur les soins en psychiatrie. Donc, et ça c'est les missions d'intervention précoce, et enfin, voilà, nous, ça fait des années qu'on travaille dessus. Donc, pour moi, de voir ce qui se passe cette année, c'est une vraie satisfaction parce que c'était pas si évident de dire, bon, déjà, va falloir vraiment qu'on change l'image de la psychiatrie. Ça va passer aussi par juste une prise de conscience collective du fait qu'il y a une santé mentale dont il faut s'occuper comme de la santé physique. Donc, aujourd'hui, oui, on sait, c'est la grande cause nationale, mais ça a mis tellement de temps à ce que ça arrive, tellement de temps pour qu'on en prenne conscience. Voilà, mais il y avait aussi des journées de sensibilisation qui existent depuis un moment, alors qu'on est sur des chiffres. Moi, je sais que ces derniers temps, on avait les médias s'intéressent, voilà, par rapport à notre projet Psytruck, donc on nous interroge sur le post-Covid. Et moi, je leur dis toujours, mais en fait, c'était déjà compliqué avant. C'est pas d'aujourd'hui que le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les jeunes, qu'il y a des taux hyper importants de souffrance, de détresse psychique, de troubles anxieux, de dépression. Enfin, ça fait des années qu'on le sait. Et oui, le Covid est venu augmenter ça, mais quelque part, ça a aussi permis qu'il y ait une prise de conscience un peu collective. Et enfin est arrivé, du coup, voilà, des actions et
voilà, qu'il se passe des choses. Mais c'est un peu dommage qu'on ait dû arriver à une crise pour qu'on se dise, ah ouais, peut-être il faut qu'on parle aux jeunes, des petits, qui ont une santé mentale dont il faut prendre soin. Voilà. Et donc ça passera forcément par des campagnes. Et ça aussi, à l'étranger, j'ai pu voir qu'il y avait beaucoup de campagnes, comme j'aime bien cette affiche là sur la droite qui dit « It's okay not to be okay ». Voilà, de dédramatiser le côté d'aller mal, d'avoir besoin de discuter, que ce soit avec un psychologue, mais aussi avec une équipe de psychiatrie, et qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail de déstigmatisation. Et de déstigmatisation sur le fait d'avoir un trouble psychique. Donc c'est ce qu'on disait avec le cas clinique de Paul, qui se rend bien compte qu'il y a un truc qui va pas, mais que quelque part pour lui c'est compliqué de se dire qu'il est fou, quoi. Et il y a aussi la peur, la crainte et les idées reçues des soins en psychiatrie, de dire oh là là, mais si j'en parle, on va m'enfermer, on va me mettre des cachetons. Voilà, nous on est beaucoup là, on parle beaucoup d'espoir, de réhabilitation, mais les gens qu'on a interrogés dans le grand public, ils n'y sont pas encore. Et j'ai mis les bâtiments de psychiatrie du CHU de Nîmes, parce qu'on a la chance d'avoir des locaux modernes et c'est pas la psychiatrie comme dans que ont parfois les gens en tête. Ça, c'est aussi des exemples de campagnes qu'il y avait en Australie pour aider à retourner la psychose. Donc je trouvais qu'elle était pas mal avec cette chambre, je ne sais pas si vous voyez bien, mais au-dessus, où en fait c'est quand il est malade, genre isolé avec une chambre complètement dégradée, incurique, et que il va mieux et sa chambre est rangée et il joue de la guitare. Après, vous avez une campagne qui est anglaise, je crois, et il y avait vraiment cette idée, ne tournez pas le dos aux symptômes, et avec des numéros, nous on est de plus en plus identifiés, puis encore une fois, vu ce qui a été annoncé, on espère qu'il y aura quelque chose, par exemple un numéro national, mais c'était le cas dans certains pays, il y a un numéro vert où vous pouvez appeler en cas de symptômes psychotiques et qui vous oriente vers les centres d'intervention précoce. Mais c'est vrai qu'on a aussi il y a eu beaucoup de choses faites, en tout cas de plus en plus, notamment à l'occasion des journées de la schizophrénie. Et hier, je vous ai rajouté ça juste hier, parce qu'on a parlé justement de toutes les campagnes qui avaient été faites pour déstigmatiser les maladies comme le VIH. Et moi, je sais que j'avais fait une présentation il y a 3-4 ans, en fait, où j'avais essayé de marquer les esprits sur le fait qu'il faudrait faire des campagnes. Et j'avais transformé cette affiche en « On m'appelle le schizo, pourtant je m'appelle Jonathan », et en disant un petit peu, c'est ça aussi. Il faudrait qu'il y ait des campagnes hyper fortes au niveau national pour vraiment qu'il y ait une vraie prise de conscience et qu'il y ait vraiment un changement de vision sur notamment les troubles les plus stigmatisés comme la schizophrénie. Ça, c'est des actions que, par exemple, l'équipe de la Villa, que je vous présenterai un peu tout à l'heure, a pu faire à l'occasion des journées de la schizophrénie avec des stands d'information. J'ai trouvé ça chouette aussi parce que les médias ont été intéressés, en tout cas au niveau local, c'est dans la Gazette, je ne sais plus, de parler un peu de psychiatrie et pas que pour des faits divers, d'essayer d'en parler positivement. Et là, l'équipe de la Villa s'est mobilisée cette année, par exemple, pour faire un ciné débat et plein d'autres actions qui ont très bien marché avec plein de gens qui sont venus. Donc petit à petit, on arrive à nous aussi faire de plus en plus d'informations. Et pour moi, c'est fondamental, j'en parle beaucoup, parce que c'est peut-être pas ça que vous attendiez dans une présentation sur la prévention, prise en charge précoce, mais en fait, ils ne tombent pas du ciel, les gens qui ont des troubles psychotiques émergents. Et souvent, ils arrivent bien trop tard aux soins. Donc si on ne fait pas un travail d'aller vers la population et de campagne, on n'arrivera pas à ce qu'il y ait une meilleure compréhension et donc un meilleur repérage. Ça, c'est aussi une campagne qui a été faite dans un cadre d'un projet de recherche. Donc nous, on l'a fait à Nîmes, avec des affiches placardisées. J'ai l'impression qu'on complote contre moi, agir tôt pour se rétablir vite. Et le projet de recherche, ce qui est encore en cours, c'est de comparer avant-après et de voir si ça a fonctionné dans différentes villes et pourquoi. Donc justement, Paul, le déroulé de son histoire, c'est que justement, il voit
parce qu'il y a des affiches au service, à l'épicerie du campus qui parlent du service santé de sa fac. Il y va et il rencontre une infirmière, bon, voilà, qui prend ses constantes, qui voit qu'il est quand même physiquement déjà très en difficulté. Paul peut se livrer, et puis on va en parler. Par exemple, l'infirmière formée peut utiliser, dans ce cas clinique, elle utilisera par exemple des échelles d'évaluation qui permettent d'explorer justement un petit peu la santé mentale quand on n'a pas forcément été formé ou qu'on ne sait pas. Ça peut être très utile d'utiliser des échelles standardisées un petit peu comme une checklist de ce qu'il faut explorer. Et ça permet des fois d'aller explorer des dimensions soit auxquelles on ne pense pas, soit qu'on a peur, comme le suicide ou les idées paranoïaques, d'aller les explorer. Et c'est souvent là où on désamorce des situations. Donc ça aussi, ça fait partie du rôle des centres d'intervention précoce, de pouvoir proposer de la formation aux professionnels qui travaillent auprès des jeunes et de la santé, s'ils veulent. Donc ça rentre dans ce qui a été proposé là, de dire, voilà, on va essayer de former les acteurs de première ligne à ce repérage précoce des troubles psychiques et pouvoir un petit peu faire la part des choses entre des détresses psychologiques, des choses réactionnelles et des troubles psychiatriques débutants. Voilà, parce qu'on ne peut pas non plus, pour l'orientation, il faut qu'on affine un peu l'évaluation. On ne peut pas juste dire il va mal sur le plan de la santé mentale et orienter. C'est directement... voilà, c'est important, je pense, de donner des outils aux professionnels de santé de première ligne pour qu'ils puissent un petit peu débrouiller tout ça. Ils sont formés, hein, mais leur donner encore plus d'outils. Et après, on a aussi, par exemple, les premiers secours en santé mentale. Et là, je vous ai mis l'échelle. Donc, je vous disais, il y a des échelles qui peuvent aider à explorer des dimensions cliniques, et notamment, par exemple, sur les troubles psychotiques atténués. Donc, ça, c'est des choses qu'on a quand même moins l'habitude d'explorer. Même par exemple dans nos formations de psychiatrie, tout ce qui est symptômes psychotiques atténués, on ne l'avait pas forcément appris. On était plutôt vraiment sur des trucs déjà bien caractérisés. Donc il y a une échelle qui est la PQ16 qui permet d'aller, c'est un auto-questionnaire, et à partir des réponses positives du jeune, on peut aller explorer les différentes sensations ou perceptions qu'il aurait un peu inhabituelles, et ça permet d'explorer ces dimensions cliniques-là. Et après, donc ça, j'ai repris souvent des petites choses qui reviennent d'Australie pour qu'on puisse s'en inspirer. C'est qu'après, une fois qu'on a évalué un peu la symptomatologie, le degré de sévérité et le stade, en fait, si vous voulez, je reviens à nos stades du début, et on va décliner une offre de soins adaptée. Alors, à nos moyens, mais admettons dans un monde idéal, on devrait pouvoir proposer, par exemple, sur les trucs très atténués, juste du soutien en ligne. C'est-à-dire, le jeune n'a pas besoin forcément de se déplacer, mais voilà, sur des chats en ligne ou de la thérapie, voilà, qui se fait avec des applications, d'aller quand même suivre et améliorer ça. Et qu'après, dans les stades un peu plus avancés, on va proposer des groupes ou des consultations. Puis après, quand on rentre dans les stades 1B, donc symptômes psychotiques atténués et premier épisode psychotique, on va vraiment aller proposer donc une prise en charge intensive et à plus ou moins avec un traitement. Et voilà. Et pour l'orientation, donc on a parlé tout à l'heure, Olivier a parlé du réseau Transition, donc regroupe, qui cartographie. Donc vous pouvez la voir, je crois que je l'ai mis après, les ressources sur le site Santé Psy Jeune, qui cartographie les centres d'intervention précoce. Ils ont aussi mis en ligne un auto-questionnaire qui s'appelle Primo, qui permet, voilà, aux jeunes de s'auto-évaluer et pareil de s'orienter. Puis après, ça nous arrive aussi d'orienter, quand il n'y a pas forcément de troubles relevant d'un centre d'intervention précoce, vers des dispositifs de prise en charge psychologique. Pour les personnes qui ont du mal à se déplacer, on oriente des fois vers la plateforme Avipsy, et puis des fois ça relève plutôt de la dictologie, enfin voilà, en fonction de l'évaluation. Et donc nous, c'est ce que je voulais vous montrer. Pourquoi ça avance plus? Voilà. Donc à Nîmes, on a monté un projet qui s'appelle le Psy-Truck, ça fait 1 an. Et en fait, oui, c'était vraiment le constat qu'on a fait, c'est que les jeunes qu'on prenait en charge dans notre centre d'intervention précoce, alors déjà,
moi je travaillais en hospitalisation, donc je m'étais rendu compte que les jeunes, dès qu'ils sortaient d'hospice, ils passaient leur temps à revenir parce qu'en fait, il n'y avait pas assez de dispositifs qui les soutenaient à l'extérieur et qui du coup, ils n'arrivaient pas à mener leur vie puisque tu passes ton temps à l'hôpital, donc tu n'es pas en train de réfléchir à ton projet professionnel ou scolaire. Donc on a créé ce centre d'intervention précoce plutôt pour les soutenir à l'extérieur. Ça a plutôt bien fonctionné, mais notre recrutement se faisait déjà c'était des gens qui étaient passés par la case hospitalisation. On se rendait compte qu'en fait, souvent, ils avaient eu des symptômes avant l'hospitalisation, mais qu'ils n'avaient pas réussi à consulter ou pas osé consulter. Voilà. Et on avait fait une enquête aussi auprès de jeunes qui nous disaient, mais clairement, aller consulter en psychiatrie et voir un psychiatre, ça fait très peur. Donc, il fallait, on a eu l'idée de casser un peu ça. Et bon, après, on a vu un appel d'offres de la Fondation des hôpitaux. D'ailleurs, c'est important de les citer. Et on a obtenu 2 vannes. Et donc, on les utilise pour notre activité classique de centre d'intervention précoce. Mais on a aussi eu l'idée de l'utiliser pour déstigmatiser, donner de l'info et déstigmatiser. Donc, on va dans la ville, on est à l'esplanade de Nîmes. Et on va aussi, dans les facultés, faire des stands d'infos et on propose une consultation dans le van avec des infirmiers. Et aujourd'hui, voilà, c'était un peu un rêve devenu vraiment réalité. Et c'est vrai que depuis l'équipe, quand on a un rêve et maintenant ils se disent, ouais, c'est vrai que c'est peut-être possible qu'on va y arriver. Quand vous avez concrétisé 2-3 rêves comme ça, un peu, qui vous paraissaient impossibles, ça donne beaucoup d'énergie pour continuer à en faire, parce qu'en fait, il faut être patient, mais ça finit par arriver. Et donc, le dispositif, c'est qu'il y a de l'information, mais si le jeune veut une consultation, donc il rentre dans le van avec des infirmiers qui font l'évaluation. On en parle donc ils font de l'écoute, ils donnent des premiers conseils au vu déjà de leur expérience et de leur connaissance du réseau, mais quand même on fait un staff toutes les semaines où on débriefe des situations qu'ils ont vues et des conseils qu'ils ont donnés, on valide et puis éventuellement si on a d'autres idées. Si la situation du jeune est un peu urgente ou qu'on sait que là, il faut l'orienter, il y aura des délais d'attente trop importants, on peut proposer un suivi ponctuel. Et puis après, ce qu'on va surtout faire, c'est faciliter l'accès à la structure qui nous paraît la plus adaptée en écrivant un courrier aux jeunes, au médecin traitant s'il y en a un, au médecin scolaire si on a l'accord du jeune et qu'il y en a un, et à la structure où on l'adresse pour essayer de faciliter un peu l'accès à ces différentes structures. Voilà, et on s'adresse beaucoup à nous-mêmes, au centre d'intervention précoce. Et voilà, et ça, c'est tous les sites internet, non, pas que les sites internet, toutes les ressources, et puis on a bien d'autres, d'ailleurs, que je n'ai pas mis, mais qu'on utilise aussi pour nous avoir de l'information à donner aux jeunes et aux familles qu'on accompagne et qu'on rencontre. Donc, dans un centre d'intervention précoce, donc par exemple, Paul, voilà, une fois qu'il a été, entre guillemets, repéré, vous voyez, j'ai passé beaucoup de temps, encore une fois, mais parce que pour moi, c'est ça la partie la plus compliquée, c'est de repérer que le jeune arrive aux soins. Après, une fois qu'il est dans des structures de soins, alors les centres d'intervention précoce où les équipes sont très formées, mais ça peut être aussi dans des structures de soins classiques. J'ai envie de dire, voilà, le jeune, c'est bon, il est rentré, on va s'en occuper. Mais c'est ça qui est dur, c'est au moins d'aller jusque-là. En tout cas, dans les centres d'intervention précoce, on va essayer d'aller vers le jeune. Par exemple, Paul qui a peur de venir en psychiatrie, le case manager, donc Bertrand, va aller vers lui, par exemple, en même temps qu'il voit l'infirmière scolaire, parce que voilà, et petit à petit, il crée un lien, et une fois que le lien est créé, il pourra amener le jeune à consulter le psychiatre, et voilà, et puis on parlera de premier épisode psychotique, on expliquera les évolutions, on essaiera de dédramatiser, déstigmatiser, donner de l'espoir, c'est très important, et accompagner le jeune, et surtout sur ce qui est important pour lui. Et dans le cas de Paul, lui, vous avez compris, il ne veut pas être en échec scolaire, mais là, il n'y arrivait plus, donc on va le soutenir pour qu'il puisse reprendre ses études et parler à sa famille de ses difficultés, puisqu'il avait très peur de leur opinion. Donc après, comme je dis, les centres d'intervention précoce ont souvent des critères quand même pas forcément rigides, mais ciblant surtout les troubles psychotiques émergents. Voilà, mais je pense que c'est important de rester
de savoir quand même, on n'est pas un CMP jeune adulte, hein, donc on ne prend pas toutes les prises en charge, mais c'est quand même important qu'on puisse avoir des critères, mais qu'on reste souple quand même sur ces critères-là, et surtout que si ça ne relève pas de notre dispositif, qu'on ne laisse pas les gens dans la nature, qu'on les aide à se repérer dans le réseau pour aller vers la bonne structure, ou en tout cas une structure plus adaptée. Ça, je vous l'ai déjà présenté sur les différents types d'évolution. Donc dans un centre d'intervention précoce, mais je pense qu'un peu comme en réhabilitation psychosociale, dans les centres de réhabilitation psychosociale, je pense qu'en fait on a l'idée que c'est avant tout une posture. D'ailleurs nous on est les deux, on est centre d'intervention précoce et de réhabilitation psychosociale, et d'ailleurs ça a été très riche d'avoir ces deux casquettes. Ça nous a donné une posture, je pense, meilleure en intervention précoce, mais c'est avant tout une question de posture, et donc je pense qu'il y a beaucoup qui aimeraient que la posture réhab se diffuse dans les soins classiques, qui n'est pas forcément que je pense qu'il faut des centres spécialisés, c'est mon avis, mais que quand même cette posture relationnelle puisse se diffuser, et c'est vraiment le cas aussi pour l'intervention précoce. Je pense que tous les soignants qui travaillent dans la santé, et plus particulièrement la santé mentale de jeunes, devraient avoir cette posture relationnelle aux jeunes sur un accueil qui est adapté, de ne pas les effrayer, tout de suite partir sur des trucs optimistes, de leur dire qu'on va les aider à leur donner de l'espoir. Donc dans les centres d'intervention précoce, c'est vrai qu'on a quand même des moyens normalement qui sont dédiés pour avoir des case managers référents, donc qui vont avoir une grande disponibilité pour les jeunes, puisqu'ils vont avoir en référence une quinzaine ou une vingtaine de jeunes, donc c'est sûr que ça leur donne une disponibilité qu'on ne peut pas faire partout, mais je pense que voilà, même si des fois on ne peut pas faire aussi intensif, au moins que le jeune il sache quel est son interlocuteur, et que dans la prise en charge, je parle du traitement parce que quand même, la plupart vont avoir un traitement, mais qu'on puisse proposer quelque chose de très réactif là-dessus, parce que c'est une des raisons de désengagement des soins principales, c'est qu'ils ont des traitements souvent trop forts, mal tolérés. Donc évidemment, ils ne veulent plus le prendre, mais comme ils n'osent pas le dire, ou enfin, il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'on les perd de vue beaucoup à cause de ça. Donc c'est super important de tout de suite essayer de l'ajuster, et après d'essayer de partir sur leur projet de vie. Voilà, et de développer aussi la pérédance et tout ce qui est soutien en famille. Donc, il y a quand même beaucoup de points communs entre si vous voulez, les critères de ce qu'il faut mettre en place dans un centre d'intervention précoce. C'est très similaire quand même à ce qu'on met en place dans des centres de réhabilitation psychosociale. Donc, ça peut tout à fait se rejoindre, même s'il y a des petites différences. Mais bon, que chaque équipe fait ses choix quand même dans ses mises en place. Avec aussi ce modèle du case management. Donc, bon, vous avez compris, hein, j'ai que des références quasiment australiennes, même s'il y a bien d'autres dispositifs, hein, je sais au Canada, voilà, ou des choses... mais bon, moi, je suis restée formée donc, à Origène. Il y a l'équipe de Lausanne type qui a tout traduit, donc avec le professeur Philippe Conus, qui était allé en Australie se former, qui avait tout ramené à Lausanne et tout traduit en français, donc c'est bien pratique. Donc il y a ce manuel du case management. Pour moi, c'est vraiment la référence quand vous voulez débuter, ou qu'un soignant, même un soignant, encore une fois, qui ne travaille pas en centre d'intervention précoce, veut avoir une posture ou des références d'intervention précoce sur les troubles psychotiques émergents. C'est vraiment c'est la référence à lire pour savoir comment aborder les choses, comment faire de la psychoéducation, et avec cette posture relationnelle où on doit quand même être dans quelque chose de très flexible. Donc, on sort du côté, bon, bah, s'il veut vraiment soigner ou s'il a besoin de moi, il viendra au rendez-vous. Voilà, on sait que les jeunes qui sortaient d'hospice, c'est avec des rendez-vous à un endroit où ils n'étaient jamais allés. Voilà, la plupart n'y allaient pas, et qu'on n'allait pas forcément leur courir derrière et les rappeler. Donc, dans l'intervention précoce, c'est pas du tout comme ça. C'est vraiment, on l'a repéré, on crée un lien vite, et s'il vient pas à nous, on le rappelle. C'est peut-être ça la différence, peut-être, c'est que même, voilà, nous on va vraiment quand même trouver toutes les astuces possibles pour faire alliance et pas le perdre de vue. Et après, quand on a fait ça, on fera essayer de faire émerger des demandes. Mais on part d'abord sur, il faut créer un lien, et il faut être donc très accessible, forcément optimiste. Si on leur tient des discours moralisateurs ou défaitistes, bon, ils vont pas venir nous voir.
ça paraît un peu évident, mais voilà. On travaille beaucoup avec, et ça c'est vraiment un critère de qualité important, de faire des projets de soins actualisés, individualisés, normalement tous les 3 mois. C'est les recommandations de revoir les objectifs, où on en est de ce qu'on a fait, d'évaluer où on en est de la rémission clinique et fonctionnelle. Voilà. Et c'est vrai que dans les centres d'intervention précoce, on avait fait une étude avec un interne qui était passé, non pas à la Villa, il est passé à l'UJA. Bon, enfin, on a fait sa thèse ensemble et il avait fait une enquête auprès des centres d'intervention précoce, des case managers. Et c'est vrai que tous n'avaient pas été formés et c'était pas forcément systématique d'utiliser ce système de je fais des projets de soins. Donc c'est vrai que voilà, quand on parle d'intervention précoce, on a quand même bon, il y a l'état d'esprit, c'est déjà l'essentiel, il y a la posture, mais après normalement il y a quand même des critères organisationnels qui sont plus ou moins respectés ou faisables. Hein. Par exemple, au niveau médical, comme je vous disais, pour les questions de traitement, on devrait voir nos patients les 6 premiers mois qui suivent un premier épisode psychotique 2 fois par mois. Et donc, c'est une étude qu'on a lancée quand je suis revenue d'Australie. Je l'ai beaucoup écrit là-bas et on s'est lancé. On a eu beaucoup de mal en fait à la faire, cette étude, et c'est toujours très difficile parce que l'idée, c'est que pour vraiment démontrer qu'un modèle fonctionne, il faut faire un essai randomisé contrôlé. Et donc, même si ça a été démontré dans d'autres pays que ça fonctionnait, notre système de prise en charge habituel n'est pas le même qu'en Australie ou en... voilà, donc l'idée c'était quand même de comparer, de voir si vraiment ça fonctionnait et sur quoi ça fonctionnait en plus. Voilà. Donc on a fait cette étude randomisée, mais c'était compliqué de trouver des centres qui acceptaient d'y participer, notamment du fait que il faut tirer au sort la prise en charge, donc soit orientation classique CMP, soit sans intervention précoce. Et vous voyez, quand on est dans l'intervention précoce, avec tout le laïus que je viens de vous faire sur moi, on le vend comme un truc génial, et derrière dire attends, et tu vas tirer au sort, il y en a qui... Donc ça pose des questions un peu éthiques. Enfin voilà, c'est ça qui est compliqué des fois quand on veut faire de la recherche, et à la fois, bon, finalement, on a convaincu, tu me diras, ça y est, on a convaincu nos instances qu'il fallait le faire, donc peut-être... Non, mais c'était aussi une question de prouver et derrière d'aller valider scientifiquement un modèle de soins et pas juste parce qu'on a l'impression que ça fonctionne. Voilà, donc le traitement, je sais que le public est varié et que c'est pas toujours... mais c'est quand même important que je vous parle du traitement parce qu'on a quand même tendance en France à prescrire trop haut les traitements. Voilà, que les recommandations, c'est de partir avec des très très petites doses et de les augmenter au fur et à mesure en ambulatoire, mais même en hospice, de pas tout de suite ou de mettre d'y aller progressivement et de bien penser au dosage sanguin et de penser à des traitements comme la clozapine assez vite, même sur des jeunes qui ont résisté donc aux premières lignes de traitement, et d'être vraiment dans des modèles de décision médicale partagée. Puis quand on est en centre d'intervention précoce, nous on ose vraiment déprescrire et voire arrêter quand certains, soit parce qu'ils sont arrivés au bout des 2 ans de traitement recommandé et qu'on se dit pourquoi pas, et des fois on y arrive parce que la personne n'ait pas de rechute, il a réussi à arrêter le traitement. Puis en fait souvent c'est de la demande des personnes, des jeunes qu'on accompagne, et on leur dit ok, on y va ensemble, si c'est un risque que vous souhaitez prendre pour votre santé, on verra. Par contre on en revient, l'essentiel pour nous c'est qu'il n'y ait pas de rupture dans l'alliance, donc on continue à vous suivre, et puis si on fait le GPS, les directives anticipées, enfin, on prévoit comment, et comment on gère si jamais il y a des symptômes qui reviennent. Ça, c'est super important. Donc, voilà. Et donc, comme je vous disais, donc, à Nîmes, on a la possibilité donc, d'être un centre d'intervention précoce en plus, et de réhabilitation psychosociale. Donc, c'était bien aussi pour chercher des financements. Hein. On allait chercher dans les 2... type d'appel d'offres, et on a construit petit à petit notre structure comme ça, en essayant vraiment d'avoir une prise en charge globale, mais qui était déjà dans la philosophie de la réhabilitation, de l'intervention précoce, d'avoir une approche personnalisée et d'aider le jeune à construire sa vie, pas forcément la reconstruire, la construire tout court avec la maladie et dans une vision optimiste et d'empowerment.
Et on part aussi des projets de vie, et on sait que c'est d'ailleurs les projets... par exemple, nous, on a une job coach dans notre structure. Depuis, ils viennent chez nous pour qu'on les aide à trouver du boulot. Et on dit, OK, pas de problème. Et comme ça, ils viennent. Et puis, on arrive après, petit à petit, à les accrocher sur le soin, la psychoéducation. Mais en fait, à la base, ils viennent pour qu'on... On n'est pas à France Travail, mais on se vend un peu en disant, oui, t'inquiète, on va s'occuper de ça, on va l'accompagner. Et puis, on fait des consultations pluridisciplinaires et on peut amener le reste. Voilà. Puis, les demandes, elles sont essentiellement centrées... sur l'accompagnement au travail et les relations sociales. Donc on essaie de développer ça au maximum. Et je vous dis, on est dans des postures très proches de la réhab. Peut-être la seule différence que j'ai vue quand je discute avec mes collègues, c'est que nous, on va prendre déjà la référence du suivi médical et réhab. Enfin, on est le lieu de suivi. Et si la personne, elle ne veut pas trop, on essaie quand même de négocier, de rester en lien. Voilà. On est peut-être plus proactif. On dit non, on ne vous lâche pas, quoi. Voilà, on négocie ça. Voilà, donc c'est la Villa Origène. Donc Origène, c'est le lieu où je suis allée en Australie. Et en fait, quand on a monté notre structure, le professeur Patrick Magori m'a proposé qu'on puisse reprendre le nom. Enfin, ça ne s'est pas fait exactement comme ça, mais voilà. Et ça permet de faire un clin d'œil à cette approche qui nous vient de là-bas, mais qui s'est développée dans beaucoup d'autres endroits en France. Voilà, ça je vous ai dit. Je ne vais pas mettre la vidéo parce que je préfère qu'on ait un temps d'échange. C'est une petite vidéo que j'avais faite. On essaie de trouver des façons un peu ludiques qui permettraient de parler de santé mentale en déstigmatisant. Donc voilà, c'était en utilisant un petit plateau et des petites marionnettes. Hop. On a la chance à Nîmes aussi qu'il y a un programme qui s'est monté un peu sur la même philosophie, mais pour les troubles borderline, donc pareil, inspiré du programme australien HYPE. Donc c'est bien parce que c'est avec cette idée de pouvoir proposer sur une approche transdiagnostique. Et donc Paul, avec cet accompagnement, on fait une happy end, il va mieux. Alors justement, on ne va pas essayer non plus de vendre trop du rêve, ils ne sont pas tous guéris, il y en a beaucoup qui gardent des symptômes, qui développent la maladie schizophrénique ou autre, le trouble bipolaire. Même la plupart des jeunes qu'on accompagne, il y a très peu qui finalement ont fait un seul épisode et qui sont complètement guéris. Par contre, je crois que là, beaucoup vivent, on finit par arriver à se stabiliser et à vivre la vie qu'ils souhaitent au maximum, malgré le fait qu'il y a encore des symptômes. Et donc après, il faut qu'on puisse... on est quand même sur quelque chose d'assez intensif, donc après, on passe la main à d'autres structures de soins, surtout pour continuer quand même à avoir un suivi. Donc il faut aussi le préparer. Ça, c'est un truc qu'on n'avait pas toujours bien géré au début. Il faut aussi savoir les passer la main à une autre équipe de réhab ou du secteur classique. Et et faire confiance à la personne sur le fait que maintenant on lui a donné le pouvoir d'agir et de prendre des décisions et de s'affirmer, de travailler avec les professionnels, et qu'on peut lâcher et pas avoir peur en disant ils vont pas bien s'occuper. Voilà, nous on sait qu'à la Villa on a un petit côté protecteur, des fois on a du mal à les passer le relais. Et il y a des critères. Moi, j'ai fait ma thèse sur les relais de la pédopsie à la psy adulte. Voilà. Et donc, le relais, c'est aussi quelque chose qui se prépare, qui se construit, justement, pour que ça se passe bien. Il faut donner de l'info, essayer de faire une superposition de prise en charge, encore une fois, dans un monde idéal. Mais à la fois, des fois, de prendre le temps de faire les choses correctement, ça nous en fait gagner sur pas mal d'autres domaines. Et de ne pas penser que le relais sur le sanitaire, mais aussi que surtout qu'ils aient moins besoin d'être dans des lieux de soins. Et donc c'est pour ça que nous, on n'a pas voulu que notre hôpital de jour soit avec plein d'activités, parce qu'on ne veut pas qu'ils aient envie d'être en permanence chez nous. On veut qu'ils soient dans l'extérieur, dans la vie. S'ils veulent faire du sport, ils vont au club on les accompagne pour qu'ils s'inscrivent au club de foot, pas qu'ils viennent en faire chez nous. Ça a été un peu dur à déconstruire. Voilà, donc en effet, Olivier disait tout à l'heure, en effet, j'ai finalisé un ouvrage qui sortira en septembre et qui est dans l'air du temps, parce que c'est à destiner des acteurs de première ligne pour leur parler de ce que c'est que l'intervention précoce et donner des outils de repérage, d'évaluation et d'orientation. Donc c'est super, j'ai traîné pour le faire, mais finalement ça tombe à pic. Et on fait dans l'amphithéâtre
juste à côté, en septembre, un symposium où on a la chance d'avoir le professeur Patrick McGorry et Andrew Shannon qui seront présents. Donc n'hésitez pas, ça s'organise avec la FEREPSI. Donc voilà, il faut, si ça vous intéresse, je vous invite à vous inscrire, c'est ouvert sur le site de la FEREPSI. Voilà, et puis bon, bah, je l'ai dit, hein, tout ça va bien avec l'état d'esprit. Donc je ne sais pas si on a 5 minutes 38. Voilà, c'est vrai que je ne sais pas si avec une grande salle, c'est pas simple d'échanger, mais s'il y a des questions, si Olivier... Nous avons la place pour 2 questions, mais surtout des applaudissements. Merci. Sans oublier de souhaiter un bon anniversaire à Sophie, quand même, c'est important. Merci. Qui est de mon équipe, là, juste là. Lève la main, Sophie. Ouais. Un grand merci à toute l'équipe. On va en avoir un autre, si ça marche. Donc, je suis Chantal Janin, vice-présidente à l'association GRIM. J'ai bien apprécié tout ce que vous avez présenté. Pour les jeunes et les enfants, c'est très bien, mais vous n'avez pas parlé des parents et des aidants. Non, j'ai très peu parlé. Est-ce que les parents, ils sont impliqués? Parce que l'enfant, il vit chez ses parents. Est-ce qu'ils vont accepter le cycle que vous proposez pour les soigner? Parce qu'ils ne vivent pas tout seuls, les enfants. Hein. Ils sont bien avec leurs parents. Tout à fait. Donc là, on n'a pas vu l'application des parents dans votre proposition. Alors, je l'ai mis rapidement, mais je n'ai pas insisté dessus. Il y a un accompagnement, en effet, des familles qui est systématique. C'est-à-dire qu'on reçoit, on travaille avec les familles. Enfin, on accompagne les familles. Les jeunes, ils vivent avec leur famille. Donc, on ne peut pas faire sans la famille. Et donc, on est en lien avec eux. Et sur la villa, on a monté, comme beaucoup de structures, on a commencé avec le programme Bref. Et puis après, on a un programme Léo qu'on propose. Léo, voilà. Et après, on n'a pas une paire aidante familiale, mais dans notre structure, voilà, on a des personnes très impliquées qui ont vécu elles-mêmes des difficultés. C'est vrai que j'ai pas tout dit. J'ai pas décrit complètement ce qu'on fait à la villa, plutôt l'intervention précoce, mais vous avez raison, on en parle peut-être un peu moins, d'ailleurs pas assez, d'impliquer les familles et de leur proposer des outils. Alors, on a des outils de psychoéducation, on aimerait avoir plus, parce que pour le moment, on voit bien qu'on est quand même limité de ce qu'on peut leur proposer en individuel, par exemple. Ça fait partie des choses qu'on aimerait développer. Et on a aussi une médiatrice de santé père qui vient d'arriver en stage. Ça, j'en ai pas parlé non plus. Enfin, je l'ai mis sur la diapo, mais je ne l'ai pas cité. C'est très difficile. Merci de cette remarque et de cet ajout. C'est très difficile de tout dire en moins d'1 heure. Hein. Bien évidemment, il y aurait plein de choses à développer. Oui. Bernard Durand, oui, une question merci ultime. beaucoup de votre intervention, qui est tout à fait passionnante. Vous nous avez dit, et c'est très important, c'est que les troubles psychotiques, en fait, d'après votre patron australien, on pouvait repérer des dysfonctionnements psychiques très, très, très tôt. Très tôt, oui. Alors là, vous nous avez présenté quelque chose qui est plutôt de l'ordre d'un centre pour psychose émergente. Hein, c'est-à-dire, en vous écoutant, je repensais, moi, je fais partie d'une génération de pédopsychiatres qui traitaient ce qu'on appelait des prépsychoses. Les prépsychoses, alors, à l'époque, on insistait beaucoup sur le fait que ce n'était pas nécessairement une psychose qui allait déboucher sur l'évolution, puisque justement, en intervenant, on pouvait modifier l'évolution psychique de ces enfants. Alors, prépsychose, parfois on parlait aussi de dysharmonie évolutive, c'est-à-dire qu'on est bien dans la problématique du développement de quelque chose qui évolue et qui est dans une dynamique psychique qu'il faut essayer d'intervenir. Alors à l'époque, on n'avait pas de checklist, on n'avait pas de questionnaire, mais on avait quelque chose qui était quand même tout à fait essentiel, c'était la psychopathologie. Bien sûr. La psychopathologie, c'était quand même une manière de comprendre le fonctionnement psychique, de voir là où il y avait des failles, en particulier quand on avait des références psychanalytiques, mais il n'y avait pas que ça, hein. Mais il y avait l'émergence de processus primaires dans la vie psychique par rapport à la fragilité des processus secondaires. C'était quand même des choses qu'on retrouvait dans l'évolution de certaines psychoses à venir. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, mais c'est pour ça que c'est quand même tout à fait important, parce que de votre exposé, vous n'avez pas... vous ne pouvez pas tout faire, est-ce que vous nous avez présenté? Et bravo pour votre petit truc, là, c'est vraiment... On a quelque chose comme ça dans notre département, mais plus pour les situations de psychose et de précarité, mais c'est tout à fait intéressant, cette capacité d'aller vers avec
un outil comme le vôtre. C'est vrai que je pense que j'ai pas insisté peut-être sur ce que en effet quand on est formé, spécialisé en pédopsychiatrie, évidemment que dans la psychopathologie, l'expertise qu'on a, il y a des choses qu'on arrive à repérer très jeune. Je pense qu'il y a aussi dans la formation, c'est pour ça que je sais que les checklists, les échelles, c'est discuté, mais moi je vois on rencontre beaucoup de partenaires et de professionnels de santé qui nous disent on ne sait pas comment, on ne sait pas par quel bout prendre le truc. Et je trouve que ça permet de leur donner des pistes, surtout pour des sujets qui sont encore un peu tabous, délicats, comme le suicide. Moi, je pense que le suicide, des fois, ça met à l'aise les gens de dire on va faire une RUD, on va faire un questionnaire, parce que sinon, ils ne savent pas comment manier les choses quand on le fait au quotidien. Voilà, donc c'est vrai que je suis très centrée plutôt j'ai déplacé, moi, mon curseur, vous avez compris, dans mon histoire, et peut-être dans mes propos, je vais de plus en plus moins vers quelque chose de très spécialisé, un peu plus généraliste. Je ne sais pas si c'était clair. Oui, et pour compléter, je dirais que l'objectif, ce n'est pas de donner un avis sur des patients qui ont déjà réussi à arriver dans le bureau du psychiatre. Il s'agit de garantir un accès universel à tous les patients qui sont en situation de souffrance psychique et de les aider à repérer eux-mêmes. Donc il y a cet aspect vraiment de prévention primaire essentiel. De prévention, puis de pouvoir faire un peu la part des choses sur tous ces jeunes en souffrance. Qu'est-ce qu'ils ont, comment on évalue quand on ne sait pas et comment on oriente. Et c'est ça qui n'est pas simple, je trouve, pour les professionnels qui travaillent avec des jeunes. Donc, pour conclure, la réhab, c'est à tous les âges et même avant la réhab. Merci Aurélie. Et on termine à l'heure. Merci d'être venus. Merci.